Bienvenue à ce débat du NPA 33 qui se déroule en visio puisqu'à cause du Covid, nous n'avons pas pu tenir la fête annuelle du NPA 33. Alors nous allons faire plusieurs interventions. Je commencerai par une introduction. Moi je suis Christine Hérault du secteur de l'éducation et élue du NPA à ce nom. Suivra une intervention d'Isabelle Larroquet, qui est infirmière à la clinique de Bordeaux-Nord et qui interviendra donc pour le secteur de la santé. Puis donc Laurent Delage, qui est ouvrier à la Monnaie de Pessac et qui interviendra autour des licenciements. Et ensuite Alexandre, donc étudiant, qui parlera pour le NPA Jeune, donc autour des questions de la jeunesse. Alors, depuis une semaine, nous subissons le matraquage de la propagande qui appelle le bon peuple de France à se considérer en guerre pour défendre la République contre le terrorisme djihadiste. C'est un déferlement raciste et xénophobe. Macron s'engage dans une fuite en avant, une surenchère pour s'imposer face à Marine Le Pen comme le chef de file, capable de regrouper autour de lui la droite extrême et l'extrême droite, son rassemblement national à lui. C'est la politique du pire pour toute la population, pour les travailleurs et pour les jeunes. C'est une politique qu'il nous faut combattre au même titre que le djihadisme islamiste. Samuel Paty a été décapité pour avoir enseigné la liberté de penser, la liberté d'expression, victime de ce djihadisme qui voudrait imposer par la violence à toute la société l'obscurantisme religieux, la soumission, et tout particulièrement la soumission des femmes que ces religieux réactionnaires craignent et qu'ils veulent enfermer, faire disparaître derrière le voile. L'islamisme radical est notre pire adversaire et c'est une nécessité absolue de saisir toutes les occasions de le combattre, comme de dénoncer et de combattre la campagne du Parti de l'Ordre, raciste et xénophobe, qui nous vise à tous, l'ensemble des classes populaires, des travailleurs, des jeunes, quelle que soit notre religion, notre couleur de peau ou nos convictions athées. Les deux sont nos ennemis jurés, ils se nourrissent à différents niveaux, à différents degrés des mêmes préjugés. L'un et l'autre veulent imposer leur domination sur les classes populaires et sur les peuples. Alors l'islamisme radical n'est pas qu'un problème de religion, comme voudrait le faire croire le déferlement réactionnaire et raciste que nous subissons depuis des jours. Qu'un jeune de 18 ans ait pu commettre un acte aussi odieux, aveuglé par le fanatisme religieux, doit nous faire réfléchir aux causes de cette violence, qui est la violence de la société, la violence du capitalisme, responsable des drames que vivent des milliards d'hommes et de femmes dans le monde, responsable des pillages, de la misère et de la famine, de l'horreur des guerres, du drame des migrations. Il faut s'interroger sur l'origine du terrorisme et dénoncer la responsabilité des Macron et des dirigeants du monde qui défendent les intérêts des classes possédantes en mettant le monde à feu et à sang. C'est leur guerre en Irak, en Afghanistan, au Mali, c'est le chaos dans lequel ils ont plongé tout le Moyen-Orient qui sont à l'origine du terrorisme qui frappe ici. Alors on sait bien que l'intégrisme religieux, le salafisme, prospère ici surtout dans les quartiers les plus pauvres, où le chômage fait des ravages, où la jeunesse n'a ni espoir ni avenir, où la faillite politique de ceux qui nous dirigent laisse ces jeunes en proie aux frustrations et au désespoir, désarmés, des proies faciles pour tous les démagogues, fanatiques religieux d'extrême droite. L'école elle-même, qui est sacrifiée à la rentabilité financière, sans plus de moyens, ruinée par les politiques d'économie, est bien incapable d'y faire face et d'ouvrir un avenir dans un monde sans issue pour beaucoup de jeunes. Et l'avalanche d'hommages hypocrites aux enseignants voudrait nous faire croire qu'il est possible de faire vivre la culture, la liberté d'expression, la liberté de penser dans des établissements en ruine, dans des classes surchargées, devant des élèves qui vivent au quotidien l'exclusion, la pauvreté et qui ne mangent même pas toujours à leur faim. Et le soir même de la mort de Samuel Paty,
Macron, avec les huiles du gouvernement et de la préfecture, était tout de suite sur les lieux de l'assassinat à Conflans-Sainte-Honorine pour assurer les enseignants de son soutien, et comme il l'a déclaré, pour les protéger, les défendre et les aider à faire leur métier, le plus beau métier qui soit, faire des citoyens libres. Ce sont ses propres paroles. Et aucun enseignant ne peut croire à ces affirmations hypocrites et cyniques. La même semaine, 4 profs d'un collège de Melle dans les Deux-Sèvres avaient passé des heures en conseil de discipline, 3 d'entre eux à l'issue d'une suspension de 8 mois, pour avoir exercé leur droit d'expression et de critique contre la réforme du bac et pour avoir fait grève. Et où elle est la liberté d'expression de Macron et Castaner quand ils n'ont su que réprimer, donner la matraque et les flics contre les enseignants et les lycéens qui affirmaient dans les manifs leur liberté de penser que leurs réformes sont une catastrophe pour l'école. Alors Macron nous appelle à faire bloc contre le terrorisme, tous unis pour défendre la République. Mais leur République, c'est celle des possédants, des privilégiés. C'est celle qui réprime, qui matraque et qui mutile les gilets jaunes, les militants des luttes, les jeunes des quartiers populaires. Ils veulent nous faire taire au nom de l'Union nationale à laquelle se prêtent tous les politiciens, toutes couleurs politiques confondues. Et c'est l'objectif de toutes ces cérémonies et hommages officiels qui se succèdent. Nous mettre sous l'étouffoir, faire taire la contestation et la révolte des classes populaires contre leur politique, contre leur incurie à gérer la crise sanitaire et l'immense catastrophe sociale que l'effondrement de leur système provoque. L'objectif, c'est de nous diviser avec ceux qui ne seraient pas de cette République, les soi-disant séparatistes. Le gouvernement crée un ennemi intérieur, tous les musulmans ou supposés tels. Alors il promet des dissolutions d'associations qui n'ont rien à voir avec le terrorisme islamiste, des expulsions, il a fermé la mosquée de Pantin. Darmanin s'est dit choqué par les rayons de cuisine communautaire, pour être clair, halal, dans les supermarchés. Alors cette campagne raciste nauséabonde amalgame les terroristes islamistes et l'ensemble de la population musulmane pour nous diviser, pour tenter de nous dresser les uns contre les autres et prépare bien sûr de nouveaux drames. Mais nous avons tous les mêmes intérêts, tous les travailleurs, hommes, femmes, avec ou sans religion, de toutes origines, avec ou sans papier, avec ou sans travail, les expulsés des squats. Et il n'y a qu'en rassemblant nos forces, en construisant nos solidarités, en toute indépendance, que nous pouvons opposer à ce déferlement raciste réactionnaire de ceux qui nous dirigent ou aspirent à le faire, eh bien, nos valeurs à nous, les valeurs de la solidarité, de la coopération, les valeurs de démocratie et de tolérance qui sont celles de notre classe, de ceux qui font marcher la société. Le gouvernement est incapable de répondre à la catastrophe sociale et sanitaire qui touche les classes populaires, incapable de faire face à l'explosion du chômage et de la pauvreté parce qu'il est du côté des plus riches et qu'il sert leurs intérêts. Rien n'a été fait depuis mars dans les hôpitaux, les services de santé, rien dans l'éducation pour faire face à l'épidémie qui est en train de redémarrer. Le gouvernement panique parce que les lits de réanimation se remplissent au point de faire craindre une nouvelle asphyxie des services. Et comme en mars, parce qu'il est incapable d'avoir une politique sanitaire qui nécessiterait de s'en prendre aux intérêts privés, qui nécessiterait de réquisitionner tout le secteur privé, y compris les labos, pour avoir une politique de test efficace, eh bien ce gouvernement n'a comme réponse que la police sanitaire, la culpabilisation de la population et particulièrement de la jeunesse. Castex vient de mettre les 2/3 des départements sous couvre-feu, avec fermeture totale des bars dans les Pyrénées-Orientales, couvre-feu imposé dans des régions rurales qui n'ont même pas dépassé le niveau d'alerte. C'est donc un confinement un semi-confinement pour 54 départements, 46 millions de personnes qui privent la population de vie sociale,
de sport, de loisirs, de culture, tandis que l'épidémie peut circuler dans les transports et les établissements scolaires saturés pour que l'économie tourne et que les profits continuent d'enrichir les actionnaires. Leur plan de relance, ces 100 milliards, ne concerne que les multinationales et les riches. Rien ou si peu pour les pauvres, alors que la précarisation, la perte totale de revenus pour beaucoup, l'angoisse de ne plus pouvoir payer son loyer ou même le supermarché, tout touche de plein fouet les classes populaires, les jeunes, les retraités. Des milliards sont distribués aux entreprises qui en profitent pour mener à bien leur plan de licenciement, alors que les profits s'envolent pour les plus riches. La politique des classes dominantes est la même sur toute la planète. C'est celle de la finance et des multinationales qui pillent les peuples, qui exploitent et plongent l'ensemble des travailleurs et des jeunes du monde entier dans la violence de leur crise. Et leurs solutions sont les mêmes que celles après la crise de 2008. C'est inonder de milliards les grosses entreprises pour une reprise très hypothétique et qui ne font que préparer un nouveau krach financier, encore plus dévastateur. La pandémie planétaire, la crise économique mondiale, les guerres, l'appauvrissement gigantesque des populations, le capitalisme est une impasse pour la société. Alors dans les interventions qui vont suivre, autour de la situation dans la santé, dans les entreprises et dans la jeunesse, nous discuterons comment opposer nos propres solutions de classe pour la démocratie, pour la paix, pour la satisfaction des besoins de tous. Donc je laisse la parole à Isabelle donc, pour le secteur de la santé. Voilà, donc comme l'a dit Christine tout à l'heure, depuis hier, minuit, 54 départements sont soumis au couvre-feu, tout 38 de plus, et plus de 46 millions de personnes sont touchées par cette mesure. Et l'idée, et le gouvernement d'ailleurs évoque l'hypothèse d'un nouveau reconfinement. Donc terminer les loisirs, mais profit oblige, il faut continuer à travailler. Alors une aberration quand on apprend dans Santé publique France du 8 octobre que parmi les 3207 clusters, les entreprises hors établissement de santé restaient parmi les plus représentées avec 25%, puis le milieu scolaire et universitaire 21% et les événements publics privés 17%. Mais si là ne sont comptabilisés que les clusters, donc une petite partie des personnes contaminées, cette étude éclaire s'il en était besoin les choix politiques du gouvernement. Alors les chiffres sont là, les cas de Covid augmentent et les hospitalisations aussi. Certaines régions ont plus de la moitié de leurs lits de réanimation occupés par des patients Covid, ce qui signifie clairement que d'autres patients ne peuvent plus être pris en charge. Les soignants tirent pourtant la sonnette d'alarme depuis longtemps. Si beaucoup d'entre eux se sont mobilisés pour répondre aux besoins de la première vague de mars dernier, là les choses sont différentes. Les équipes sont épuisées. En effet, à peine la première vague était terminée, il fallait dès le mois de juin rattraper l'activité déprogrammée à cause du virus. Donc les interventions ont repris de plus belle. Et les soignants appréhendent avec angoisse, il y a beaucoup de témoignages à ce sujet, cette nouvelle vague. Démission, burn-out, arrêt maladie. Un sondage récent montre que 40% du personnel soignant veut changer de profession. Alors, incapable de répondre aux besoins de la population, la pandémie a révélé l'aberration d'un système de santé soumis à la loi de la jungle et du profit. Son effondrement est le résultat du démantèlement méthodique de l'hôpital public au profit du privé depuis des décennies. En 20 ans, 100 000 lits d'hôpitaux ont été fermés. En 2019, 3 400 lits d'hospitalisation complète ont à nouveau disparu pour moitié moins de places créées en ambulatoire. Les maternités, elles, sont passées de 1128 en 1981 à 488 fin 2018. Et alors que l'accès à la médecine de ville est de plus en plus compliqué, les services d'urgence explosaient déjà avant l'épidémie sous l'afflux de malades, plus 400 000 en 2018. Donc, l'objectif du gouvernement se limite à éviter au maximum les hospitalisations en réanimation. En effet, depuis 6 mois, rien n'a changé. Il n'y a toujours que 5 000 lits de réanimation théorique parce qu'en fait, il y a 500 lits qui n'ont pas de bras correspondants. Le gouvernement dit espérer pouvoir augmenter leur nombre à 10 000, mais avec quel personnel?
Il a par contre trouvé les moyens de financer les patrons sans compter, mais il n'a pas été capable de prendre les mesures d'urgence nécessaires immédiatement. Ouvrir massivement des lits. Il a fait l'inverse en pleine crise Covid. Les fermetures de lits programmées ont en effet continué. Il faudrait recruter des médecins, des infirmières, des aides-soignantes, et à commencer par donner envie à toutes celles et ceux qui sont partis, qui ont démissionné, de revenir travailler. Car si 7500 postes ont été ouverts à l'hôpital, ils ne trouvent pas acquéreur. Et ce n'est pas les primes Covid et le plan Ségur qui vont changer la donne. Le plan Ségur prévoit en effet 183 € d'augmentation dans le public et 160 € dans le privé lucratif. Mais outre le fait que depuis des années, la revendication de tous les personnels de santé, c'est 300 € pour tous, la question de salaire, aussi importante soit-elle, n'est qu'une petite partie du problème. Le problème majeur pour tout soignant aujourd'hui, c'est les conditions de travail insupportables et l'impossibilité de faire son travail correctement. C'est cela qui explique que de jeunes infirmiers et infirmières de 25 ou 30 ans démissionnent, qu'il y ait de fait moins de personnel pour soigner aujourd'hui qu'il y a 6 mois. Et les nouvelles mesures annoncées par le gouvernement sont alarmantes. Le projet de loi sur la sécurité sociale prévoit encore 900 millions d'économies nouvelles dans les hôpitaux. Et les dernières déclarations d'Olivier Véran sur les 2,5 milliards supplémentaires pour les établissements de santé ne vont pas changer les choses. Ils seront en effet distribués par les agences régionales de santé, aussi bien au privé qu'au public. La crise sanitaire pose aussi l'urgence de centraliser l'ensemble du système de santé, d'imposer au secteur privé de mettre ses moyens au service de la population. En effet, lors de la première vague, des cliniques sont restées fermées. Du personnel est resté en chômage partiel, alors que les hôpitaux croulaient sur la charge de travail. C'est aberrant et c'est scandaleux. Ce qui n'a pas empêché d'ailleurs le gouvernement de continuer à financer les patrons et les multinationales de la santé privée lucrative, qui engagent des profits faramineux. Quelques exemples: Corian, qui a réalisé 125 millions de bénéfices en 2018, Orpea, 107,6 millions, sans parler des autres, Elsan, Ramsay et compagnie. C'est la sécurité sociale, nos impôts, qui vont prendre en charge l'augmentation des salaires du plan Ségur, puisque le gouvernement va aussi augmenter dès le mois de mars 2021 le tarif des actes que facturent les établissements. Alors le problème est le même aussi pour l'industrie pharmaceutique, aux mains du privé, guidée non pas par les besoins collectifs, mais par la soif de profits gigantesques. La crise sanitaire a révélé à quel point elle était incapable de fournir en quantité les médicaments nécessaires. La recherche sur le vaccin contre le Covid est une nouvelle illustration que les profits passent avant tout. Un groupe de pays parmi les plus riches, dont les USA et l'Europe, représentant seulement 13% de la population mondiale, a par avance acheté plus de 50% de production prévue de vaccins. Alors les classes dominantes s'opposent à tout contrôle de qui que ce soit, à toute incursion dans leur propriété privée, et c'est ça la cause de leur incurie, de leur impuissance à contrer le virus, à assurer les soins de façon cohérente, afin que chacun ait accès à la prévention et aux soins. Leur seule réponse, c'est la répression, multiplier les interdits, tenter de culpabiliser les jeunes, les travailleurs, les habitants des quartiers populaires, les personnels des EHPAD, et j'en passe. C'est parce qu'on ne mettrait pas bien son masque que les hôpitaux seraient engorgés. Cette situation est insupportable. Si les patients Covid ont pu être pris en charge, c'est grâce au dévouement du personnel qui, sans attendre après le gouvernement ou les directions d'établissement, a pris les choses en main. Des milliers de salariés sont contaminés aujourd'hui, certains sont décédés, mais là-dessus, peu de chiffres sont publiés. Alors cette situation suscite de la colère. Notamment avant la crise sanitaire, les mobilisations dans la santé n'ont pas cessé. Tous les corps de métier, syndiqués et non syndiqués, se sont mobilisés. 1200 médecins-chefs de services hospitaliers ont même déposé leur démission administrative. Ici, à Bordeaux, dernièrement, les salariés de la logistique de Pelledrin ont fait 7 jours de grève reconductibles et ont obtenu la satisfaction de toutes leurs revendications, dont 6 postes. Leur grève témoigne de la colère, de la détermination des collègues et de la crainte des directions, bien conscientes que l'hôpital est devenu une poudrière qui peut exploser à tout moment. Aujourd'hui, la pression du Covid rend difficile l'organisation et l'expression de la colère, mais elle est profonde. Le personnel
est aussi confrontée à la politique des directions syndicales, incapables d'aider à la construction de la mobilisation, tant elles sont engluées dans le dialogue social. Alors, malgré la crise sanitaire, malgré la fatigue, le personnel de santé continue à dénoncer à la fois les politiques de santé en France et l'incurie du gouvernement, incapable d'apporter les réponses adaptées à la crise actuelle. Les déclarations de Véran et Castex demandant aux soignants de tenir bon et les promesses de primes à tous ceux qui renoncent à leur congé ne font que renforcer le mécontentement, le sentiment de profond mépris, d'impuissance de ceux qui envoyaient hier les flics contre les salariés de la santé dans la rue. Les mobilisations de celles et ceux qui font tourner les services, les hôpitaux, les EHPAD, les cliniques, posent depuis des années le problème d'un service public au service de tous, avec du personnel en nombre, bien payé et formé. Au-delà, c'est la question de l'ensemble du système de santé qui est posée, de son anarchie, de sa soumission aux intérêts privés, un peu plus chaque jour. Salariés de la santé, du public ou du privé, c'est ensemble, en collaboration avec la population, les usagers eux-mêmes, l'ensemble des travailleurs, qu'il nous faut nous poser le problème d'un véritable service public de santé. Cela ne pourra se faire qu'en remettant en cause, par nos mobilisations communes, la domination des multiples intérêts privés qui pillent ce secteur, en exigeant que les richesses de la société soient intégralement mises au service de la collectivité et entre autres de la santé de toutes et tous. Je passe la parole à mon camarade Laurent. Bonjour à tous. Alors, en France, la crise sanitaire a fait basculer 1 million de personnes dans le supplémentaire sous le seuil de pauvreté, qui s'ajoute aux 9,3 millions déjà existants. Le RSA, qui était stable depuis 2016, explose de 9% depuis le mois de mars et devrait atteindre 2 millions d'allocataires. 8 millions de personnes aujourd'hui recourent à l'aide alimentaire, alors contre 5 millions habituellement. Et la situation va s'aggraver. La Banque de France vient de confirmer un taux de chômage au-dessus des 10% en 2020 et même 11% dès le premier semestre 2021. Situation d'autant plus grave qu'aujourd'hui, sur 6,3 millions de personnes sans emploi, seulement 2,6 millions touchent des indemnités de chômage. Alors face à cette situation, les gouvernements et les classes dominantes n'ont qu'une politique. La relance à tout prix des profits par un océan de dettes qui ne fait qu'aggraver la situation globale. Alors l'affaire n'est pas nouvelle, cela fait des années que l'État distribue des milliards aux entreprises au nom de l'emploi. On se rappelle le CICE mis en place par Hollande qui a atteint jusqu'à 18 milliards par an en 2016 pour n'aboutir au maximum qu'à 160 000 emplois créés, soit 130 000 € par emploi et par an, un beau pactole pour le patronat. Avec les 100 milliards du dernier plan de relance, qui s'ajoutent aux 470 milliards d'euros du plan d'urgence déployé au début de la crise, cette politique de subvention, d'exonération, de cadeaux fiscaux aux grands patronats et aux plus riches prend une nouvelle ampleur aujourd'hui. Grâce à elle, la bourse se porte très bien. À l'image du CAC 40, tombé de 6 000 points à 3 900 au mois de mars, et qui aujourd'hui oscille à nouveau autour de 5 000 points. Mais les plans de licenciement, eux, ils se multiplient, avec l'objectif d'ailleurs d'alimenter ce même casino boursier. D'après le ministère du Travail, il y a eu 394 PSE prévoyant 57 000 licenciements entre mars et septembre, contre 249 PSE avec 18 500 licenciements sur la même période l'an dernier. Le gouvernement vante que ce pognon de dingue, comme dirait Macron, va ruisseler sur les emplois. Eh bien, il ne ruisselle que dans les comptes en banque. Le magazine Force vient même d'expliquer que la fortune des milliardaires dans le monde vient d'augmenter de 25% pour atteindre plus de 10 000 milliards de dollars fin juillet 2020, grâce au plan de relance des gouvernements justement. Alors cette politique n'empêche en rien les licenciements. On se souvient des annonces d'Air France ou de Renault pendant le confinement, mais la liste s'allonge aujourd'hui avec Nokia, Bridgestone
le géant de la restauration Elior, Thalès, Rossignol, Auchan, qui pourtant a gagné du fric pendant le confinement, Bento, General Electric, Veralia, Alinea, Camailleux, bon, la liste pourrait continuer. Mais pour l'essentiel, beaucoup de ces plans de licenciement étaient déjà en prévision avant le confinement. En fait, le patronat anticipe, profite de la situation, cherche à baisser les coûts, comme ils disent, pour tenter d'augmenter leurs profits, quitte à précipiter encore plus la crise d'ensemble du système. Mais beaucoup de ces plans sont aussi à venir et se préparent dès maintenant dans les coulisses des cabinets de consultants. Dans un article récent du Figaro, une spécialiste des restructurations expliquait qu'elle croule sous les demandes avec des plans de licenciement plus nombreux et de plus grande envergure qui sortiraient à partir de cet hiver. Alors cette offensive a lieu sur tous les plans, les licenciements bien sûr, mais aussi les suppressions de postes, la dégradation des conditions de travail et la baisse des salaires. Avec les APC, les accords de performance collective, une nouveauté des ordonnances Macron, les patrons peuvent s'en prendre directement au salaire, comme ils l'ont fait à Ryanair, Derichebourg ou Valeo. En échange d'une promesse de ne pas faire de PSE ou de diminuer le nombre de suppressions d'emplois initialement prévues, ils peuvent supprimer les primes, gênent des salaires, voire les diminuent, avec l'aide du gouvernement qui fait la promotion de ces accords de chantage. De même, les systèmes d'activité partielle, comme l'APLD, qui d'ailleurs est en train de se généraliser, permettent au patronat d'imposer du travail partiel et surtout des salaires partiels aux salariés qui travailleront plus ou moins au gré des commandes, alors que d'ailleurs les salaires complets sont déjà insuffisants aujourd'hui. Mais beaucoup de travailleurs sont aussi exclus des mesures de chômage partiel et subissent de plein fouet l'aggravation de la situation. En fait, l'essentiel des destructions d'emplois sont dues à des fins de CDD, à des fins de mission d'intérim, à l'arrêt du recours aux extras ou aux saisonniers, par exemple, dans la restauration ou l'hôtellerie, les intermittents du spectacle, etc. D'après l'INSEE, 715 000 emplois ont été détruits au premier semestre et ce chiffre pourrait atteindre 900 000 à la fin de l'année selon l'UNEDIC. Mais beaucoup n'apparaissent même pas dans les statistiques. Les Uber, les indépendants, les fameux auto-entrepreneurs qui ont été tant vantés par les gouvernements successifs et qui, d'ailleurs, jusque-là, survivaient avec un revenu moyen inférieur au RSA. Alors l'OFCE évalue à 1,2 million le nombre de chômeurs supplémentaires potentiels liés à ces travailleurs invisibles. La réponse du monde du travail face aux licenciements, aux suppressions de postes, à l'explosion de la précarité, elle doit être justement globale et pas entreprise par entreprise. Elle concerne autant les travailleurs embauchés que les intérimaires ou les CDD. Elle concerne l'ensemble des salariés du privé, du public, quels que soient les secteurs, car nous sommes tous confrontés aux mêmes attaques. Et justement, c'est ça qui nous est posé aujourd'hui. Quel plan de bataille, quel programme face à cette offensive? Alors au niveau des directions syndicales, comme de la gauche institutionnelle, la situation ne semble pas avoir vraiment changé. Tous espèrent un dialogue social qui permettrait une sortie de la crise, alors que l'offensive des classes est brutale, générale, et que leur politique n'empêchera en rien la faillite du système. Face au licenciement, les directions syndicales ne parlent que de projets industriels cherchant à s'appuyer sur les pouvoirs publics, sur l'État, le dialogue social. On a vu ce que valent ces discours, ces promesses à Ford ou à Renault, et aussi à Getrag aujourd'hui, dont les salariés sont menacés. C'est bien par la lutte que les travailleurs peuvent mettre un coup d'arrêt à cette politique, par l'affrontement, en faisant l'opinion contre cette folle logique du profit qui conduit à la catastrophe sociale. La question des relocalisations aussi, annoncée par le gouvernement et reprise par exemple par le collectif Plus Jamais Ça, reprend ces mêmes illusions, avec en plus le problème du patriotisme économique mis en avant par Macron pour tenter de nous embrigader derrière sa politique. Alors on ne peut pas faire l'impasse sur qui dirige les entreprises et croire que l'État, machine au service des capitalistes et des intérêts privés depuis toujours,
pourrait tout d'un coup servir aux travailleurs et imposer sa volonté aux multinationales. Les patrons ne relocaliseront que ce qui les arrange, et encore, à condition de baisser les salaires, de baisser les impôts, de baisser les cotisations, bref, de faire plus de profits et avec l'aide de l'État. Il n'y a pas de raccourci face à la catastrophe sociale, il nous faut justement discuter à partir de chaque lutte des mesures globales, d'un programme, du monde du travail osant s'attaquer à la propriété privée, au droit des capitalistes de faire ce qu'ils veulent. Face aux plans sociaux qui sacrifient le droit de vivre des travailleurs à la logique du profit, il est urgent d'imposer l'interdiction des licenciements, mais aussi le partage du travail entre tous et toutes, sans baisse des salaires, parce qu'il faut en finir avec cette logique économique absurde, où le surtravail des uns côtoie aujourd'hui le chômage des autres. Face à l'explosion de la précarité, il est indispensable d'imposer l'embauche des intérimaires et des CDD, dont le patronat use et abuse largement depuis des années, le plus souvent en toute illégalité. Il faut en finir avec tous ces emplois précaires dans les services publics en imposant des embauches massives pour faire face aux besoins de la population. Face aux baisses de salaire, des pensions, des allocations, nous exigeons le droit d'avoir un revenu qui nous permette de vivre en réclamant des augmentations suffisantes pour garantir à chacun un revenu digne, en prenant pour cela sur les profits accumulés depuis des décennies. Pas un revenu aujourd'hui ne doit être en dessous des 1 800 € nets. Il n'y aurait pas d'argent pour tout ça, les caisses seraient vides. Eh bien, exigeons l'ouverture des comptes, l'abrogation des secrets commerciaux et bancaires, ceux des entreprises, mais aussi ceux des capitalistes privés qui ont accumulé des fortunes par la spéculation et l'exploitation. Alors de telles mesures ne pourraient être imposées que par une lutte d'ensemble. Nous le savons tous, convergeant autour d'objectifs communs, autour d'un programme. Alors cela signifie aujourd'hui justement construire des liens, des expériences de lutte commune, des solidarités entre les travailleurs, dans les entreprises, qu'ils soient embauchés ou précaires, avec ou sans papier, avec les chômeurs privés d'emploi, comme avec la population. Voilà, et je passe la parole à Alexandre, qui va nous parler de la situation dans la jeunesse. Ouais, donc moi je vais essayer de revenir voilà, sur un peu le rôle qu'a joué les jeunes, et surtout je pense que c'est bien de repartir un peu du discours complètement hypocrite, hein, comme pour les travailleurs, comme pour l'ensemble de la population, que porte aujourd'hui le gouvernement, et que Macron il parlait de soutien aux jeunes à la télé, il disait que c'était dur d'avoir 20 ans en 2020. En fait, ce qui est dur, c'est pas d'avoir 20 ans, c'est pas d'avoir 50 ans, c'est pas d'avoir 60 ans. En 2020, c'est d'avoir en fait un gouvernement qui soutient ce système capitaliste, qui soutient les patrons et qui fout toujours plus dans la merde les travailleurs, les jeunes, les plus précaires. Et qui en fait aujourd'hui sont appelés à payer la crise, comme on a pu le voir déjà pendant le premier confinement, qui était complètement arbitraire et autoritaire. On a vu fermeture d'universités, fermeture de certains secteurs, et tout ça géré par la police, quoi, de manière autoritaire. Et qu'en fait, on a bien vu que les jeunes ils ont payé en première ligne les conséquences de cette gestion, en se retrouvant obligés de continuer les cours à distance dans des conditions absolument pas réunies, qui a aggravé les inégalités, et alors qu'ils ont joué justement sur le plan économique ce rôle de variable d'ajustement, où en fait les jeunes complètement soumis aux besoins des capitalistes se sont retrouvés pour certains réquisitionnés à bosser plus de 40 heures dans certains secteurs essentiels pour continuer de faire tourner la machine au détriment de leur vie sociale, de leurs études et toutes les conséquences que ça peut impliquer, et d'autres en fait se sont retrouvés sans revenu du jour au lendemain du fait que, voilà, qu'il y a beaucoup de contrats précaires et que la fermeture arbitraire des secteurs sans recours pour les jeunes, ben, ils se sont retrouvés sans rien du jour au lendemain, et qu'on voit que les jeunes payent donc en première ligne les conséquences de cette crise économique et de son ingestion surtout de la part du gouvernement, et que ça s'est aggravé pendant le confinement et que ça continue de s'aggraver en cette rentrée où la politique du gouvernement, comme elle a été le cas pendant le confinement, de se servir de la situation pour continuer les cours à distance comme si de rien n'était, et de virer tous les étudiants précaires qui n'auraient pas les capacités, enfin les capacités, les moyens pour étudier à distance. Et là, pareil, là, cette rentrée, c'est un peu sur fond de Covid, sélection d'aubaine, au même titre que Bruno Le Maire, il parlait de licenciement d'aubaine dans les entreprises sur fond de Covid. Et que la stratégie du gouvernement, elle a été d'abord d'envoyer les 2,5 millions d'étudiants en fait, à l'université sans aucun moyen sanitaire, sans tirer les bilans de la première vague, qui aurait été nécessaire pour mettre un plan à la hauteur dans les universités. Mais bon, loin de là, ils ont joué encore
criminel quoi, qui a mis en danger, qui a fait qu'aujourd'hui il y a plus de 30% des clusters qui se concentrent dans le milieu scolaire, sans aucun moyen sanitaire, et on voit encore les derniers scandales qui en sont assez symptomatiques, quoi, notamment je pense aux masques toxiques qui ont été distribués aux profs, qui ne sont pas une protection sanitaire, mais même pire, en fait, les mettent en danger. Donc ça en dit long, quoi. Et justement, nous, les militants du NPA Jeunes et de l'association 11e Thèse, qui est une association en fait, politique sur la fac, à l'initiative de quelques camarades du NPA Jeunes, on a lancé toute une campagne sur les universités qui agitait évidemment des revendications sanitaires, que c'était des masques gratuits, des tests massifs, en fait, pour pouvoir avoir un vrai plan à la hauteur, pour pouvoir étudier en présentiel sans créer de cluster, sans aggraver les inégalités. Alors là, en fait, on vient d'apprendre que l'ARS, ils allaient distribuer en fait, un masque gratuit pour tous les étudiants. Bon, c'est absolument pas suffisant, ils font ça 2 mois après la rentrée, 2 mois après que les cas Covid se soient multipliés dans les amphis bondés. Et ils ont aussi annoncé des tests pour les étudiants qui arrivent, voilà, pareil, 2 mois après, qui vont tester les étudiants pendant les vacances. Donc c'est insuffisant, c'est complètement dérisoire. On sait pas. Et donc nous, on demande voilà, des moyens massifs dans la santé, et y compris cette campagne qu'on a lancée, et que j'invite d'ailleurs à aller voir sur les pages du NPA Jeunes, sur les pages de 11e Thèse. On a lancé une pétition pour diffuser largement nos revendications, et qui sont aussi des revendications organisationnelles, parce qu'en fait c'est là la clé de voûte de la gestion de la crise, c'est qu'elle est organisée en fonction des profits des capitalistes, et que nous, on veut organiser démocratiquement, au même titre que Laurent le disait, on doit organiser la production sous contrôle démocratique des travailleurs. Aujourd'hui, on veut nos universités organisées par les étudiants, par les travailleurs de l'université, ensemble, et pas pour les intérêts d'une minorité. Et qu'en ce sens, on revendique l'aménagement des cours et l'allègement des cours pour pouvoir tous étudier en présentiel sans faire de cluster, évidemment, et sans en fait être renvoyé chez soi, et que le gouvernement utilise une fois de plus le distanciel et les inégalités que ça implique pour virer tous les étudiants précaires. Et qu'évidemment, ça se couple de revendications où on veut des moyens pour les services publics, on veut plus de profs, plus d'amphis, plus d'infrastructures, des moyens pour les services publics, que ce soit dans l'éducation, que ce soit dans la santé. Et donc voilà, toute cette campagne contre en fait la stratégie du gouvernement qui fait payer la crise aux plus précaires, et qui, plutôt que de mettre en fait, les moyens à la hauteur de la crise, préfère mettre des moyens policiers. Et moi je voulais revenir un peu sur cette situation aujourd'hui. On voit très clairement le tournant autoritaire dans la situation. Alors d'abord avec ce couvre-feu qui par ailleurs a été importé des colonies, donc ils ont déjà testé dans les dom-toms en fait, la répression pour mieux l'appliquer après en France, et qui est un truc, enfin en métropole, et qui est un truc complètement absurde en fait, où on te dit qu'on va gérer la crise sanitaire par plus de police et moins de lits. Ma camarade revenait sur ça, où en fait ils continuent de fermer des lits, ils continuent de dire que les soignants ils auront moins de primes, enfin, ils divisent complètement l'hôpital. Ils préfèrent en revanche soutenir les policiers. On a encore annoncé plus de 300 millions pour le budget de la police. C'est comme ça qu'ils répondent à la crise sanitaire. Et aussi, toute cette répression elle est issue de toute la rhétorique de la responsabilité individuelle qu'ils nous ont rabâché pendant des mois, et que là ils ont encore tapé sur le clou d'une jeunesse qui serait irresponsable, alors que les irresponsables, c'est ceux qui nous ont envoyés nous parquer dans les amphis, ceux qui nous ont envoyés nous parquer dans les usines sans moyens sanitaires, et créer des clusters. Donc la responsabilité elle n'est pas individuelle, elle est à l'échelle du gouvernement qui ne prend pas ses responsabilités pour continuer en fait de maintenir les profits des capitalistes. Et donc là la réponse qui est amenée, c'est de précariser encore plus les jeunes, alors avec les conséquences sociales que ça implique ce confinement, mais aussi la réponse que proposait Macron à la télé la semaine dernière, c'était le fameux plan Un jeune, une solution. Hein, et en fait, ce plan Un jeune, une solution, c'est encourager, en fait, comme il dit, la relance de l'économie par l'activité et par des contrats précaires pour les jeunes, où en fait on dit qu'il va falloir, alors qu'on licencie en masse les travailleurs, on dit qu'il faut employer les jeunes pour les aider, hein, et que le patron il aurait des aides de plusieurs milliers d'euros, encore une fois, pour exploiter gentiment en fait, les étudiants précaires. C'est vraiment sympa, alors que c'est des milliards d'aides, plus de 500 milliards maintenant déjà depuis le mois de mars, alors qu'on baisse les bourses, qu'on baisse les APL, qu'on baisse l'ensemble des aides pour les plus précaires.
et que ce tournant autoritaire qui a été fait voilà, en tapant vraiment sur la jeunesse, aujourd'hui on voit qu'il monte en qualité sur fond d'islamophobie qui est là depuis des années en réalité, mais qui dès le mois de septembre, avec toute la rhétorique voilà, de l'ensauvagement qui est bien agité Darmanin et Schiappa pour pointer une fois de plus les jeunes racisés dans les quartiers populaires, qui sont pourtant ceux qui ont fait tourner la machine pendant le confinement, qui ont nourri les gens, qui ont soigné les gens qui étaient en première ligne. Et puis après, avec cette loi contre le séparatisme, qui visait encore une fois à pointer du doigt l'ennemi intérieur, à chercher en fait un ennemi sur qui taper pour détourner l'attention des vrais responsables de cette crise, qui ne sont pas en fait les travailleurs musulmans, qui ne sont pas les femmes volées, mais qui sont bien les patrons aujourd'hui qui licencient et qui s'appuient en fait sur toute cette islamophobie pour diviser les travailleurs. Et voilà, avec l'assassinat horrible de Samuel Paty, qui est une aubaine pour la politique islamophobe du gouvernement et qui l'instrumentalise avec tout un discours hypocrite pour pouvoir développer ses forces de répression et taper encore plus sur les militants des associations antiracistes, ceux qui ont relevé la tête dans les mouvements antiracistes aux côtés des travailleurs dernièrement, et qu'en fait ils tapent le clou voilà, sur l'ensemble de ceux qui veulent un autre projet de société, sans exploitation, sans oppression, et que c'est vraiment décomplexé, quoi, que le gouvernement il surfe sur les idées de l'extrême droite. On voit dans les médias que je n'ai pas avant, mais je n'ai pas du tout, où en fait on attaque les militants du NPA, de Révolution Permanente, de Sudrail, je pense à Anas Kazib qui s'est fait traiter voilà, et toute la rhétorique de l'islamo-gauchisme, qui est en fait vraiment l'argument islamophobe pour taper sur l'ensemble des militants de l'extrême gauche et antiraciste. Et moi voilà, dans toute cette situation, je pense qu'il faut voir quel rôle de la jeunesse, là où on a vu ces dernières années, à l'international, mais aussi en France, la jeunesse relevait la tête dans les différents mouvements, dans les mouvements à l'étranger, au Chili, en Thaïlande, à Hong Kong, en Algérie, contre les dirigeants autoritaires, mais aussi en France, dans le mouvement écolo, dans le mouvement antiraciste, dans le mouvement contre la réforme des retraites, où les étudiants sont mobilisés aux côtés des travailleurs. Là, je pense dernièrement à Naples et en Italie, où il y a la jeunesse qui est descendue dans la rue contre le couvre-feu, et qu'on voit que la jeunesse, elle n'a pas dit son dernier mot, et qu'elle a un rôle à jouer aux côtés des travailleurs. Et qu'on doit poser la question du rôle de ce secteur comme une force militante, mais aussi poser le rôle qu'on doit jouer en fait, dans nos propres lieux d'études, dans nos propres lieux de travail, et penser par là le rôle de l'université notamment, où en fait, nous on ne veut pas une université qui continue de reproduire le système d'exploitation, on ne veut pas être les cadres du système capitaliste et exploiter nos camarades, on ne veut pas devenir la main d'œuvre pas chère, précaire pour les profits des capitalistes, on veut une université qui soit capable de penser une autre organisation de la société aux côtés de l'ensemble des exploités et qui arrête d'être l'appareil d'État idéologique des capitalistes pour justifier toujours cet ordre social fait d'exploitation et d'oppression. Et en ce sens, je pense qu'il faut voir comment on arrive à s'organiser dans nos universités, mais qu'on arrive à s'organiser avec les autres secteurs, avec la santé, avec l'ensemble des travailleurs qui sont menacés, qui sont licenciés déjà, et que ça pose la question d'avoir une organisation à la hauteur, qui porte un programme à la hauteur, Laurent le disait, pose un plan de bataille contre les politiques traites des directions syndicales qui sont plus occupées à négocier à Matignon la défaite des travailleurs, plutôt que de penser un plan de bataille dans la rue, par la lutte, pour une victoire en fait, de notre classe. Et ça aussi contre aujourd'hui l'Union nationale, derrière laquelle Macron essaie d'agréger toutes les forces, et derrière la gauche, et derrière laquelle en fait, la gauche institutionnelle aujourd'hui se range de manière avec toute cette union républicaine à laquelle on doit s'opposer, qui ne peut nous mener à rien, qui se fonde sur la République, oui, la République raciste, la République qui noyait les Algériens il y a 60 ans, et qui tabasse les enseignants, qui tabasse les soignants, et que nous, on a besoin d'une organisation, et je pense que c'est vers là qu'il faut aller, et voir comment on discute, y compris au sein du NPA et des débats qu'il peut y avoir, de la nécessité d'une organisation en toute indépendance des institutions, et une organisation révolutionnaire qui pose un vrai plan de bataille pour nous organiser l'ensemble de notre classe, les travailleurs, les jeunes, les précaires, et contre l'union nationale du gouvernement, contre les politiques défaitistes des directions syndicales, et pour en finir avec cette société capitaliste.
les interventions des camarades illustrent à quel point il ne peut pas y avoir d'issue à la crise sanitaire, économique, sociale, écologique, à la crise globale du capitalisme, sans l'intervention du monde du travail, de la jeunesse, des classes populaires, pour changer le monde, pour construire un autre avenir. Le coronavirus a été un révélateur de la profondeur de l'anarchie capitaliste, de l'incurie des classes dominantes, de leur incapacité à apporter les réponses les plus simples en mobilisant les ressources immenses de la société, qu'elles soient scientifiques, techniques, humaines, pour faire face à une pandémie dont l'origine même est liée au mode de production et au mode d'exploitation capitaliste, à la déforestation, aux ravages écologiques, qui sont les conséquences de la soif de profit de la minorité qui parasite le monde. La pandémie a accéléré le naufrage capitaliste qui plonge des milliards de personnes dans une violence inouïe, la violence du chômage, de l'exploitation, de la faim. Les classes dominantes, la finance et les multinationales ne peuvent maintenir leur domination qu'au prix d'une offensive réactionnaire, répressive, de plus en plus violente, et leur faillite est sans appel. Tout ce qui fonctionne dans la société, c'est nous, c'est le fait des premiers et des premières de corvée. C'est celles et ceux qui ont fait face à la première vague de la pandémie, les fameux héros du quotidien, les travailleuses et les travailleurs, les jeunes, la population des quartiers. C'est ceux et celles qui ont pris leurs affaires en main, organisé la solidarité, l'entraide pour faire tourner les hôpitaux, les transports, qui pendant le confinement ont continué à assurer tous les services nécessaires, sans matériel et sans protection ou si peu. Les aides à domicile, les travailleurs et les travailleuses des supermarchés, les femmes de ménage, les logisticiens et autres travailleurs de l'hôpital, les enseignants aussi pour l'éducation à distance, les travailleurs sociaux. Or, la pandémie et tout ce que cette pandémie révèle de l'incurie capitaliste a profondément transformé les consciences de l'ensemble des exploités et des jeunes à l'échelle mondiale. Et les consciences, elles ne sont plus les mêmes que ce qu'elles étaient il y a quelques mois. Il y a aujourd'hui une prise de conscience aiguë de la brutale accélération de la crise, et c'est une conscience internationale dans une certaine mesure, tant il est évident que le sort des peuples, par-delà les frontières, est lié. Et tous les réactionnaires et xénophobes du monde ne peuvent rien, n'y peuvent rien, la révolte s'internationalise. Les jeunes du monde entier pensent aujourd'hui à l'échelle du village-monde, et faire face à la crise écologique, à l'effondrement économique et à la crise sanitaire ne peut se penser qu'à l'échelle du monde. C'est la même offensive réactionnaire et autoritaire que mènent les classes possédantes partout, des USA au Brésil, à la Pologne et ailleurs. Nous vivons dans un monde en profonde transformation. Et face au vieux monde capitaliste en train de s'effondrer, qui est en train de mettre en péril la survie même de l'humanité, eh bien la conscience de la nécessité de changer ce monde se renforce, et la conscience que cela ne peut reposer que sur nous. La voie vers la liberté, la démocratie, vers la satisfaction des besoins humains, passe par les affrontements, les révoltes, les soulèvements, les révolutions qui secouent la planète. Mais le besoin d'égalité, même si toute cette situation est difficile pour les peuples, pour les classes populaires, le besoin d'égalité, de dignité, le besoin de bien-être, le besoin de coopération et d'entraide, le besoin de pouvoir jouir librement des richesses produites par le travail humain, d'en finir avec la misère, la pauvreté, les guerres, s'expriment d'un bout à l'autre de la planète. Ce monde est devenu irrespirable, insupportable à tous. Il ne pourra y avoir, face à ce monde-là, que nos réponses à nous, nos réponses de classe pour y faire face, pour faire respecter les intérêts collectifs face aux appétits privés de la minorité dominante. Face à l'incurie de ces classes dominantes, des gouvernements et des partis institutionnels qui les servent, eh bien, nous avons besoin de nous organiser partout, nous tous, les travailleurs, tous ensemble, les jeunes, sur nos lieux de travail, sur nos lieux d'études et de vie, pour imposer les mesures d'urgence minimales pour la défense de nos emplois, de nos vies,
ces mesures qui ont été développées donc par les camarades avant moi. Il nous faut nous organiser en partie de notre classe, en toute indépendance. Il faut qu'on pense, qu'on discute ces mesures nécessaires pour assurer à chacun l'accès à la santé, au logement, à la nourriture, à un travail. Il nous faut penser, populariser un programme d'urgence pour répondre aux besoins collectifs de l'ensemble de la population, un programme qui ne peut que remettre en cause la propriété capitaliste, la domination de la finance et des multinationales, la logique du profit, pour qu'on puisse prendre le contrôle de l'économie et de toute la société et pour changer ce monde.